Merci Bertrand tout d'abord pour cette présentation qui nous a un peu ouvert nos chakras sur la question de la biodiversité. Donc l'objet de la table ronde, c'est de parler un peu de biodiversité dans les projets urbains. On descend un peu d'échelle, on est plutôt à des échelles plus classiques. Et comment on peut faire de la biodiversité positive. Alors on parle de quelle biodiversité? On parle de la biodiversité qu'on a tendance à dire ordinaire chez nous. Donc en gros, on ne sait pas si c'est que ça compte pas. Mais en tout cas, ça devrait être la biodiversité qu'on voit tous les jours. Et je voudrais quand même vous donner un chiffre, j'en donnerai qu'un. C'est quand même le moineau domestique. On ne peut pas faire plus ordinaire que le moineau domestique. Et donc le moineau domestique, il a baissé en Ile-de-France, ses effectifs ont baissé de 73% entre 2003 et 2016. 73%. Alors, pour avoir un ordre de grandeur, alors je le donne maintenant aux élus parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. La population humaine en Europe, pendant la peste, a baissé de 30% pendant le Moyen-Âge. Donc, ça va pour vous donner un ordre de grandeur de 30%, 30 à 40% sur une trentaine d'années. Et là, le moineau domestique, c'est 73% en une quinzaine d'années. C'est juste pour vous donner l'ordre de grandeur. Quand on parle d'érosion, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà, c'est ça que ça donne. Et donc, après cette introduction peut-être un peu triste, on va essayer de trouver des solutions pour faire mieux et pour laisser une petite place au moineau domestique dans nos projets d'aménagement. Je me tournerai d'abord vers M. Athanase. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quels sont les enjeux écologiques à l'échelle de la métropole que vous percevez en tant qu'élu, maintenant que vous avez connaissance de multiples études, parce que ça ne manque pas, mais qu'est-ce qui pour vous est assez fondamental et quel est le rôle de la métropole dans ces enjeux de biodiversité? Alors le rôle de la métropole, c'est déjà, parce qu'on est des élus, qu'on représente les habitants, c'est de répondre à leurs attentes. Et vraiment l'attente, qui est vraiment une attente qui est nouvelle, ce n'est pas la biodiversité en premier, c'est vraiment la peur des canicules. Peur des canicules qui est tout à fait fondée. L'année dernière, c'est Santé publique France a publié les chiffres au mois d'avril cette année. L'année dernière, les canicules ont tué en France 5600 personnes, dont 960 rien que sur la métropole. Donc on voit un petit peu l'importance que ça peut avoir. Donc voilà, je plombe tout de suite l'ambiance. On est sur un sujet qui est évidemment important. Et derrière, évidemment, la biodiversité. Puis là, inutile de le répéter, on est dans un schéma de 6e extinction de masse. Donc voilà où on en est maintenant. Vous avez parlé de biodiversité ordinaire, alors je déteste cette expression. Mais vraiment, la biodiversité ordinaire, alors moi, je fais de la politique depuis 4 ans. Voilà, j'en faisais pas avant, mais j'étais très investi dans le monde de la protection de la nature. Et je suivais des espèces et je baguais, par exemple, les hirondelles sur la côtière de Miribel. Et dans un village, les petits villages sur la côtière, uniquement sur les hirondelles, ce qu'on appelle les hirondelles rustiques, il y en avait 150 à 200 par petit village. 150, c'est aujourd'hui l'état de la population de cette espèce d'hirondelle sur l'ensemble de la métropole, sur 58 communes. Voilà où on en est maintenant. Donc cette espèce qui était commune est devenue maintenant une espèce quasi extraordinaire. Qu'est-ce qui est de la biodiversité ordinaire? Ça, je ne sais pas. Donc il faut absolument qu'on réponde à tout ça. Alors c'est vrai qu'on a tendance toujours à démolir un petit peu les idées d'avant. Donc Bertrand, oui, tu disais, oui, on abandonne un peu l'idée de corridor et on fait autre chose. Évidemment qu'on abandonne l'idée de corridor. On en a parlé massivement il y a 15 ou 20 ans. Tram vert, tram bleu à l'échelle de la région, à l'échelle du département, à l'échelle de toutes les échelles. Et on n'a rien fichu, on n'a rien réalisé. Le constat, il est là. Donc il faut effectivement qu'on fasse des corridors. Il y a certaines espèces qui ont besoin. Les oiseaux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se déplacer, faire des sauts. Et encore, selon les espèces, c'est des petits sauts. Les insectes peuvent arriver à faire des sauts plus petits, mais une espèce comme le pic-prune, son saut, c'est 50 mètres. Voilà. Donc comment on fait? Donc on aura bien besoin de ces corridors, mais en même temps, on a besoin effectivement de végétaliser massivement. C'est vraiment la seule arme qu'on a aujourd'hui face au dérèglement climatique, face à l'effondrement de la biodiversité, c'est de végétaliser massivement en tenant en compte, donc en changeant nos modes de plantation pour gagner des degrés. Ça, c'est important, les gagner le plus rapidement possible. Et on voit que c'est possible. On a suivi certains sites, on a mis des thermomètres, on a mis des tas d'appareils. On voit qu'en changeant la typologie des plantations, on peut arriver à gagner là-dessus. Et en choisissant des espèces qui vont effectivement favoriser principalement les insectes, on n'augmentera pas ou on ne freinera pas l'effondrement de la biodiversité si on ne retrouve pas des insectes, et notamment des insectes pollinisateurs, dont on a perdu 80% de la biomasse en Europe, en Amérique du Nord, en Asie.
En Afrique, on ne sait pas, on est mal documenté. Mais voilà où on en est. Donc on est vraiment dans un schéma où il faut qu'on aille très très vite. Alors on a effectivement accéléré. Est-ce que accélérer, ça nous permet de rattraper le temps perdu? On a planté la saison dernière, en 3 mois, 52 000 arbres. 52 000 arbres, c'est plus qu'ont été plantés dans les 3 mandats précédents. Mais effectivement, il va falloir qu'on tienne le rythme, il va falloir qu'on plante, et derrière, il va falloir effectivement entretenir. Mais même l'effort qu'on va arriver à faire, nous, sur le domaine public, ça représente que 70% du territoire de la métropole. Si nous, métropole, si toutes les communes végétalisent au maximum leur domaine, on ne végétalise que 30% du territoire. Donc il faut absolument que les privés végétalisent également. Donc on a créé pas mal de dispositifs pour aider à la plantation dans l'habitat collectif. On l'a modifié pour que ce soit également dans l'habitat individuel. Mais il faut vraiment maintenant que dans tous les projets, on pense à planter de façon massive, avec vraiment en même temps le côté rafraîchissement et le côté biodiversité. Donc c'est très bien, j'allais vous poser la question de ce que vous attendiez des acteurs privés, mais vous l'avez exprimé, vous attendiez qu'ils prennent le relais, enfin pas le relais, mais le complément de ce qui est fait sur les espaces publics avec cette nécessité effectivement de planter dense, de planter beaucoup. Oui, oui, bien sûr, de toute façon c'est juste indispensable. On ne peut pas faire que des marges. Les cœurs d'îlots doivent être végétalisés. Tous les nouveaux projets doivent être végétalisés. Et pas végétalisés pour du décor. C'est vrai qu'on est quand même parti dans les agglomérations sur l'héritage d'Alphand et Hoffmann, qui avaient bien codifié ça. Bon, et ça répondait à une attente au XIXe siècle. Ça ne répond plus du tout maintenant aux attentes. Mais encore, les attentes, c'est une chose, mais aux véritables enjeux du climat et de la biodiversité. Très bien. Donc planter beaucoup, planter en ville, planter dans les interstices. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous portez également à la métropole en complément pour la biodiversité ou peut-être plus spécifiquement dans des... Oui, bien sûr. Si effectivement ça, c'est vraiment l'outil de fond qu'il faut faire, il faut également apporter, je vais être un petit peu méchant avec les actions que je pilote, des pansements sur certaines espèces. Ce qu'on essaye de faire sur les hirondelles et sur les martinets, donc des espèces qui nichent dans l'habitat, il faut vraiment le prévoir. Donc, on a travaillé avec la LPO depuis, ça va faire 3 ans, pour essayer de trouver des techniques pour intégrer des lieux où ces espèces pourront se nicher. On a fait un guide à destination des professionnels, que ce soit les promoteurs, que ce soit les bureaux d'études, les architectes, les gens qui font de la rénovation, qui vont faire de l'isolation par l'extérieur, par exemple, et tout. Donc, que ce soit accessible. Et ça, nous, on le rendra obligatoire dans les documents d'urbanisme. Voilà. Il y a des choses très générales et il y a des choses très pointues, ce qu'on fait sur le Dicknem, ce qu'on fait sur la centaurée de Lyon, qui est une plante qui a un petit aire géographique dans la région lyonnaise et dans le Jura. Voilà, il faut également, parce qu'il y a urgence sur certaines espèces, travailler de façon très ponctuelle. Mais ça, le ponctuel ne doit pas cacher tout ce travail de fond qui est impératif de faire. Une réponse en masse, et après des spécificités par rapport à la particularité de chacune des espèces. Bien sûr, et arrêter de penser espèce par espèce. Trop longtemps, on a dit il y a une nouvelle espèce. Voilà, il y a le faucon pèlerin qui niche à tel endroit, c'est génial, et on cache tout l'effondrement de la biodiversité. Il faut absolument qu'on pense, soit par individu, soit par biomasse, selon les espèces, parce que le vrai danger, il est là. On n'a pas perdu énormément d'espèces animales sur la métropole ces 20 dernières années. Mais on a perdu des millions d'individus. Et malheureusement, c'est ça le véritable problème. C'est vraiment ce manque maintenant de densité d'animaux et de végétaux. Voilà, alors toutes les études, en effet, convergent ça sur tous les territoires métropolitains et globalement dans toutes les villes européennes. Alors quand on est aménageur, Marie-Paul, et qu'on a cette commande politique d'intégrer ces enjeux environnementaux et écologiques maintenant dans les nouveaux projets d'aménagement, comment on fait? Alors déjà, depuis quand la SPL s'est questionnée sur ces questions de biodiversité? Alors dans le développement du projet, on s'est quand même posé ces questions assez tôt dans le développement. Dès début 2000, on s'est interrogé, et notamment sur l'ensemble du projet, à cibler aller sur toutes les pistes des sujets de développement durable dans le plan d'action durable qu'on avait conduit dès 2002-2003 à peu près.
notamment accompagné par Tribu pour se poser toutes ces questions un peu long-termistes. Et puis, notre première grosse action, on va dire là qu'on voit sur une photo, c'est les aménagements qu'on a commencé côté Saône. Et c'est vrai que durant les années, on voit l'évolution quand même des pratiques. Alors, à la fois, on est assez catastrophé par la situation, on se dit qu'il faut aller de l'avant, mais on a quand même une petite tendance à une prise de conscience générale. C'est-à-dire que quand on a commencé le projet vers 2003, quand on a fait les premiers avant-projets, on n'avait vraiment pas la même approche qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la notion de biodiversité, aujourd'hui, elle est complètement intégrée dès la conception et dès les premiers questionnements même de maître d'ouvrage. Il y a une vingtaine d'années, mine de rien, on se posait des questions avec un petit accompagnement d'AMO, mais qui était plus sur le côté un peu technique. Là, les images que vous avez, c'était sur les anciens sites de Gaz de France. Donc on est sur des sites extrêmement pollués. Donc il y a eu toutes les questions concernant la pollution. Et après, techniquement, comment on arrive à faire des bassins, où est-ce qu'on plante, est-ce que ça va marcher, on n'était pas vraiment sur un registre d'intégration de toutes les bonnes questions et toutes les données à prendre en compte pour intégrer la biodiversité et créer un écosystème complet qui va s'équilibrer et fonctionner. Ça, c'est venu un peu au fur et à mesure du temps. Et à chaque fois qu'on a fait des projets, on a fait des retours d'expérience et on a enrichi finalement les compétences des uns des autres. Et maintenant, enfin depuis quand même quelques temps, on met la compétence liée à l'écologie avec des personnes expertes dans les groupements de maîtrise d'œuvre pour avoir ces notions-là dès le départ de la conception du projet. Donc on a quand même... je veux dire, dans vos process de production, en fait, vous avez intégré maintenant systématiquement cette question, cette compétence de biodiversité dans les process. Oui. Et au départ, ça part un peu comme étant une contrainte. Alors la contrainte du budget, de pollution, de travaux, de planning. Oh, il y a la contrainte de biodiversité. Oh, puis il y a peut-être une espèce protégée. Oh là là. Enfin, vous voyez, c'est un peu une liste à l'après-vert. Et puis au fur et à mesure, la tendance, elle se change et la contrainte devient quand même une valeur. Maintenant, c'est une valeur à défendre ou à porter ou à bien soutenir. Ou à bien, voilà. Donc on a quand même ce changement de processus et de pédagogie, je pense, qui se fait. Une question d'ailleurs, parce qu'on a vu le champ avec Bertrand. Il n'y a pas une grande valeur écologique initiale sur le champ. Qu'est-ce qui a fait que ça a été un peu un déclencheur de se dire mais en fait, ça va être un lieu de biodiversité dans les années futures? Ce n'était pas une évidence. C'est pas une évidence, mais c'est une évidence dans le raisonnement. Disons qu'on va faire un nouveau projet de réintroduction de nature en ville sur une fiche industrielle. Donc forcément, quels sont les liens à faire avec les sites quand on parlait de corridors ou de liens? Quels sont-ils? Comment on va essayer de faire qu'il y ait de la connectivité entre les espaces? Et surtout, dans quelle mesure ce que l'on va produire sur place va permettre à la biodiversité de se développer? Ce n'est pas juste une production technique que l'on va mettre en œuvre avec des résultats techniques qu'on va observer, mais en amont, dans le raisonnement, comment tout ce que l'on va produire avec toute la chaîne, en maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, mot expert, entreprise, comment on va faire que ça va fonctionner, réussir. Et finalement, raisonner sur un écosystème global dans lequel nous sommes, parce que ce que l'on produit, ce n'est pas que des espaces pour protéger des espèces, mais faire des lieux vivants dans lesquels nous aussi, en tant qu'êtres humains, on vient être, quoi, et trouver le bon équilibre. Et donc le raisonnement, c'est de partir d'une friche et de donner toutes les bonnes conditions pour régénérer la chaîne alimentaire. Quand on disait il faut que tout ce que l'on produit soit positif pour les insectes, trouver le gîte, le couvert, pour qu'après, tous les insectes puissent faire venir les oiseaux. Puis, voilà. Donc c'est tout un raisonnement qui est assez complexe et complet, mais qui est pensé dès le départ. Donc, autant au départ, on avait des constats. Voilà, les jardins aquatiques, si vous voulez faire juste passer quelques photos, parce que tu m'avais demandé des jolies photos. Je t'ai demandé quelques photos. Voilà. Ça, c'est la photo du projet du champ tel qu'il est aujourd'hui, où on vient faire muter, si vous voulez, on voit le terrain tout à fait de gauche, qui est l'état du site initial, et les portions que l'on réalise et qui sont là sur la partie qui est arborée, la première étape que l'on a aménagée. Et donc finalement, partir d'observations sur les premiers aménagements, faire ces observations, ces expériences et se dire que maintenant,
les retours d'expérience permettent à chaque fois d'enrichir la composition des groupements et donc la complexité du projet à chaque fois. Donc on se nourrit de ce qu'on a fait préalablement, on essaye d'améliorer, c'est un système itératif, surtout dans le vivant, on n'est jamais sûr de ce qu'on va récupérer. On croit on définit des espaces pour des espèces et en fait on a des surprises. Bertrand, on peut en parler souvent, on peut avoir des surprises. En effet, ça c'est les aménagements donc, qui ont effectivement une bonne valeur maintenant écologique, qui ont été réussis. Quelles seraient les expériences qui ont été plutôt bien réussies, mais aussi peut-être aussi les difficultés que vous avez, parce que tous les jours vous avez des difficultés ou des choses qui ont moins bien marché à la confiance? Mais alors, dans les retours d'expérience, on a aussi, on va dire, nous, en tant que maître d'ouvrage, on s'est formé au fur et à mesure, hein, et ça nous donne aussi plus de légitimité pour accepter ou refuser des propositions. J'en viens à l'exemple, par exemple, dans la partie parc de Saône, enfin, côté Saône, on a le jardin Erevan, qui est une proposition d'un jardin public qui était avec une proposition initiale très esthétique, avec une mono-essence que du bouleau. Et donc c'était un petit peu allergène en plus. Oui, mais alors on les a un peu... ils étaient très jeunes et stériles, donc c'était pas tout de leur faute. Mais en fait, c'était vraiment une proposition très esthétique de ce projet. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était avant-projet 2005, aujourd'hui, on aurait, nous, les bons arguments, les bonnes armes finalement pour dire en tant que maître d'ouvrage, non, il est très beau ce projet, mais revoyez la copie, on va pas accepter ça. On a compris qu'il fallait plus de variété dans les essences, voilà, parce qu'en fait, on s'est tous acculturés en fait, sur le sujet. Et ça, cette vingtaine d'années qui vient de s'écouler, elle est vraiment, je pense, assez démonstratrice du constat du déclin, mais du constat de l'acculturation et du fait que maintenant, on a des démarches plus positives. Ce qui veut dire, et là la question vaut pour toi mais aussi pour Pierre Athanase ou Bertrand, qu'on accepte d'avoir des espaces qui ne sont pas ceux qu'on avait toujours, les espaces verts dits classiques, et qu'on a des espaces plus naturels qu'on doit faire aussi passer à la population, parce que c'est pas la même chose qu'avoir un bel espace vert taillé. Donc ça sous-entend ça, ça veut dire que ça demande un effort de pédagogie sur ce qu'on est en train de faire. Oui, de pédagogie, de communication, de concertation, beaucoup, pour accompagner les changements. Les premières bandes plantées qu'on avait réalisées, qui étaient volontairement un peu sauvages, voilà, les premiers habitants s'étonnaient, trouvaient que ce n'était pas entretenu, que ça n'allait pas, et ils préféraient avoir quelque chose de très entretenu et structuré. Et donc ça, avec les années, on arrive maintenant, là sur les photos que vous avez, c'est vers la station Mu, on arrive à faire comprendre que avoir un peu des plantes sauvages et non pas des mauvaises herbes, ça fait partie aussi de la richesse. Et c'est toute une acculturation et une acceptation qu'il faut faire auprès de la population. Ça revient directement aux élus, ça, sur ces questions-là avec les partenaires. Oui, mais là-dessus, tout à l'heure, j'ai été un petit peu dur, hein, mais c'est vrai que les mentalités changent énormément. Moi, effectivement, pour planter beaucoup, je plante sur des places de stationnement, je plante sur des endroits comme ça. Et globalement, ça se passe bien. J'ai toujours un ou deux râleurs, ça se passe bien. Mais mon collègue qui fait exactement la même chose pour faire passer des vélos, et c'est juste indispensable, parce qu'adapter nos villes en plantant, c'est bien, mais arriver quand même à faire moins de polluants, moins de gaz à effet de serre, c'est juste indispensable. Et lui qui fait la même chose pour faire passer les vélos a droit à des pétitions, a droit à des réunions publiques houleuses et a droit à tous les noms d'oiseaux dans la presse, voire en affichage dans certaines villes. Voilà, donc on a au moins cet avantage-là sur la végétalisation, c'est qu'on a le public derrière nous. Et peut-être dernière question, Marie-Paul, c'est qu'on a dit que c'était un système itératif, mais ça veut dire qu'il faut un peu l'évaluer, il faut quand même avoir un retour d'expérience pour pouvoir progresser. Comment ça se passe à Confluence ? Alors, on a fait faire des évaluations, on va dire un peu sur la durée, par grande année, avec des observations de biodiversité avec des grands pas sur la première phase. Et là, sur la deuxième phase, la photo que vous avez vue sur le champ, c'est dès le début du projet, on fait une évaluation de biodiversité annuelle pour voir justement si toutes les conditions qu'on avait espéré donner sont vraiment positives et là où il faut améliorer les choses, ce qu'il faut compléter. Voilà. Et donc après, sur le constat de développement de la biodiversité, que ce soit la faune, la flore aussi, on voit quand même parfois des plantes envahissantes qui viennent
Les espèces exotiques envahissantes, mais aussi locales. Nous déstructurer un peu l'ensemble, mais bon, ça permet assez vite de voir où il faut corriger le tir. Et ces évaluations, maintenant, on les intègre directement dans la composition de l'équipe, notamment ce que vous faites, vous, Ed, là, sur la partie évaluation, pour pouvoir accompagner aussi et être toujours dans ce système de pédagogie et même enrichir, on va dire, de toutes les compétences du groupement de maîtrise d'œuvre, y compris quand on travaille avec Base. Le fait d'avoir les données à la fois paysage et à la fois biodiversité, ça permet d'enrichir l'ensemble de la composition. Et ce n'est pas que esthétique comme on aurait pu le faire. Je peux compléter sur les données scientifiques. Mais en effet, je sais pas, il y a quelques espaces de prairies à Confluence qui fait à peine 200 mètres carrés. On peut avoir une douzaine d'orthoptères, donc c'est les criquets, les sauterelles, qu'on peut retrouver sur des habitats très restreints, mais qui sont au début de la chaîne alimentaire. Donc en effet, avec des toutes petites actions, quand on le mesure, on se rend compte que ça se voit. Alors ça se voit pas beaucoup sur les oiseaux qui ont des aires vitales très grandes, mais on se rend compte que quand on mesure les insectes, on a des gains, on parlera du sol probablement, qu'on a des gains très rapides. Et là, c'est donc un hibernaculum à droite qui a été reconquis, on peut dire, par le lézard des murailles. Il n'est pas très exigeant, mais il faut quand même lui faire un peu de place. Donc ça marche. Ça marche. Ouais. Ça marche. Alors si on continue la discussion, on était à l'échelle de l'aménagement, après on arrive à l'échelle de l'opération immobilière. Louise, et ma première question, c'est pourquoi un opérateur immobilier s'intéresserait à la question de la biodiversité? Pourquoi ça devient un sujet pour vous? Je pense que ça a été très bien exposé au tout début de cette table ronde. Aujourd'hui, il faut que tout le monde participe à cette grande échelle et chacun est un maillon, autant le public que le privé. Donc nous, Renman, nous sommes une société de promotion immobilière, donc un acteur, je dirais historiquement, qui n'a pas forcément cette casquette-là. Alors pas ma société, mais la promotion immobilière a pu être décriée sur la qualité des programmes et l'intensité des constructions qui ont pu être réalisées dans les dernières années. Il y a des opérateurs dont ma société fait partie qui se repositionnent aujourd'hui en disant oui, il faut construire, mais construire différemment, construire en réfléchissant à l'impact et donc bien entendu à la question de la biodiversité suite au constat qu'on partage tous de son érosion et de son déclin. Ensuite, une fois qu'on a ce constat qui est posé, on a envie d'intervenir. Quel est l'intérêt pour un opérateur? C'est également la qualité de vie ou des usages qu'on va conférer à nos programmes qui sont plus vigilants à ces notions. Je me permets. Est-ce qu'il y a une demande des gens qui achètent les logements de biodiversité dans leur espace? Est-ce que vous le mesurez ou c'est encore... Alors je pense que depuis le Covid, l'après-Covid est un vrai changement. Là, la crise qu'on traverse fait qu'il y a également une demande plus importante en fait, des acquéreurs, que ce soit pour les logements ou pour les bureaux. Mais il y a une vraie vigilance, alors je dirais peut-être pas nécessairement à la biodiversité, mais à la qualité des espaces communs et à la végétalisation. Donc sous-jacent la question de la biodiversité, mais elle n'est pas formulée en tant que telle. En revanche, est-ce que j'aurai un espace extérieur? Est-ce que je pourrais faire pousser mes plantes? Est-ce que si dans les bureaux j'ai un jardin partagé sur le toit ou à rez-de-chaussée, c'est des questions que les investisseurs ou que les particuliers se posent sur les programmes qu'on vend. Comment vous avez structuré au sein du groupe la prise en compte de la biodiversité dans vos projets? J'imagine que vous n'avez pas obligatoirement un personnel qui est complètement sensibilisé à ces questions. Comment on fait quand on est un groupe opérateur immobilier pour intégrer ces questions de biodiversité dans sa façon de faire? Alors, les deux fondateurs de Renman, il y a une dizaine d'années, ont décidé d'opérer un changement radical. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, si on remet une pièce dans la machine, ça faisait 10 années à peu près que la société existait, ça marchait bien. Ils se sont dit, est-ce qu'on continue ou pas? Oui, on continue, mais on continue en tapant fort et en changeant complètement le modèle. Alors, ils se sont dit, on va se faire labelliser, donc nous, on est une société déjà Bicorp, on va mettre en place des trames de réflexion, donc tout ça il y a 10 ans. On va mettre en place des exigences, donc notamment, par exemple, on ne va plus construire sur des terrains qui seraient vierges ou agricoles. C'était l'anticipation du ZAN. L'anticipation du ZAN. Donc ça, vous dites à tous vos développeurs qui ont une partie de leur rémunération sur le fait de développer des nouveaux programmes.
vous leur dites on ne construit plus sur des terrains vierges. Et là, on a perdu, alors c'est mes patrons qui le racontent, mais en un an, tout leur staff est parti en fait, parce que les gens, les professionnels n'étaient ni sensibilisés, ni n'avaient envie de faire ça. Donc moi, je fais partie de la troisième vague de recrutement. Je suis complètement Vous êtes intégré dans la démarche. Persuadée par ces questions. D'autant qu'avant, j'ai eu l'occasion de faire des espaces publics, de côtoyer ces questions avec une casquette d'aménageur. Donc, la sensibilisation des professionnels n'est pas forcément acquise. Et au-delà de leur volonté propre, ils ont créé un laboratoire. Nous, on a un laboratoire de recherche et développement qui s'appelle le Red Lab, qui nous aide et qui aide l'ensemble des équipes de Redman à intégrer ces questions. Et on a des trames de développement durable pour l'ensemble de nos projets, et on se fait accompagner par des professionnels comme EOD dans nos pratiques pour faire évoluer les pratiques et pour que les éléments clés ne soient pas mis de côté dès le diagnostic, dès le démarrage des projets, dès les études préalables, et puis qu'après ça soit bien suivi de fait dans la réalisation. Et donc, juste je voudrais bien que sur un déroulement normal d'un projet, comment ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un diagnostic, qu'il y a un programme, que c'est intégré au programme. Comment c'est structuré en fait dans votre démarche? C'est tout à fait structuré. Donc déjà, on a un go-no-go, c'est-à-dire que on va commencer par regarder un terrain ou un actif immobilier, parce qu'on fait beaucoup de réhabilitation. On a une grille à répondre pour s'assurer que le projet soit vertueux et que le projet ait une plus-value, notamment environnementale. Bon, si le bâtiment existe, c'est de la réhabilitation, tout de suite c'est plus intéressant. Mais par exemple, cette question de construire sur des terres agricoles ou des terrains vierges, tout de suite c'est un no-go. Donc on a une trame qui nous dit non, là vous voyez ce site, vous ne pouvez pas y aller. Et ensuite on a un certain nombre de critères qui nous amènent à une note qui nous font ou pas passer le fait de poursuivre l'opération. Ça c'est, je dirais, le premier stade. Et puis, au fur et à mesure que nos études s'avancent et que les opérations avancent également, on a à chaque passage en comité, qui sont nos instances de décision, toujours cette grille de développement durable qui évolue, qui est de plus en plus précise, qu'on doit passer au même titre que les critères financiers. Donc on est vraiment sur des évaluations... J'allais vous poser la question. Il y a une pondération par rapport aux critères économiques? Ça a la même valeur? Pas chez nous, voilà. Aujourd'hui, la chance que j'ai également avec les équipes ont, c'est que Redman est une société dont les patrons sont à la tête et sont les actionnaires, donc ça nous permet d'être libre. Et on essaye de mener les deux combats de front. Très bien, peut-être quelques expériences sur lesquelles vous voulez un peu nous présenter? Tout à fait. Alors, j'avais quelques perspectives de projets donc, en cours de chantier ou dont les chantiers vont démarrer. Nous essayons de faire labelliser nos projets le plus souvent Biodiversity, c'est un label qu'on utilise très fréquemment. Donc là, notamment un cœur d'îlot sur un programme de 40 000 m² à Montpellier Intensité, dont le chantier a démarré. Une autre image qui va être intéressante car elle est beaucoup plus lyonnaise, c'est le projet du cirque que nous sommes en train de conduire avec ICAD. Donc c'est un site qui se situe dans le 8e arrondissement de Lyon et c'est la ville de Lyon qui a lancé un appel à projet pour réhabiliter la tour au niveau de Grange Blanche. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent bien, donc on la voit en fond. Et puis après, aujourd'hui c'est un site qui est complètement imperméabilisé. Donc l'enjeu c'est comment on renature les sols, comment on place des constructions, parce que voilà, faut pas se cacher, hein, le but quand même d'un opérateur immobilier c'est de construire ou de recréer de la valeur sur des mètres carrés existants, mais tout en préservant, en offrant voilà, des aménités végétales et de biodiversité. Donc là, ça, c'est l'image du cœur d'îlot qu'on a vraiment travaillé de manière très précise sur cette question de la biodiversité, de la gestion de l'eau, pour aller, je considère, le plus loin possible dans un projet immobilier aujourd'hui. Dernière image. Et dernière image, une réhabilitation complète à Paris qui vient d'être livrée et qui a obtenu hier soir un prix, c'est le 206 Lafayette, avec les architectes d'Attard d'ailleurs. L'image d'avant, c'est Nouvelle AOM et Charlotte Dergely. Et donc ce projet,
parfois aussi, et on en parlera après sur le retour d'expérience, c'est comment on crée la biodiversité en site contraint, parce que quand on réhabilite, quand on est en ville, il n'y a pas non plus beaucoup d'espace, beaucoup de champs, donc on se réinvente, on réinterprète. Et là, on a été chercher de la végétalisation en hauteur, dès qu'on pouvait, sur les armatures, sur les structures, sur les terrasses, et le projet est biodiversité. Par un coefficient de pleine terre très bas, donc il fallait trouver d'autres solutions. Exactement. Quels sont maintenant encore les leviers que vous devez aller, qu'est-ce que vous devez dépasser, les difficultés que vous devez encore dépasser pour être encore meilleur, ou les difficultés que vous avez sur toutes vos opérations? Aujourd'hui, je pense que la question du foncier, elle est quand même très importante, c'est-à-dire comment on le ménage, comment on le réaménage. Ça, c'est pour tout opérateur, que ce soit Renman ou autre. Il y a bien sûr la question financière, comment on alloue dans des budgets très serrés, de plus en plus serrés, dans des contextes de crise économique, l'argent adéquat à cette question-là, qui est en fin de compte une question d'intérêt général. Et puis comment on l'entretient, parce que parfois on peut créer des espaces, mais derrière nous on n'est que opérateurs, donc c'est les usagers, c'est les habitants qui doivent s'en saisir et qui doivent... il faut qu'on réfléchisse à une gestion la plus simple possible, mais comment dans le temps ça perdure et comment c'est bien utilisé. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question. À chaque fois moi je dis qu'on change de maillon, on perd une information. Et c'est vrai que le gestionnaire final, s'il n'est pas mis autour de la table très tôt, souvent tous les efforts qu'on a fait en tant que concepteur, on les voit partir dans la première gestion. Donc il y a cette nécessité de pérennité de la transmission. Très bien, merci. On va passer à Anne qui va nous parler des sols. Alors Bertrand, je te remercie parce qu'évidemment tu nous as posé le contexte sur la question des sols et que c'est quand même une question quand on parle de biodiversité. Pendant très longtemps, le sol a été absent. D'ailleurs, en critiquant un peu ta profession, les paysagistes nous plantaient des arbres sans savoir les sols, le pH, tout était parfait. Et quand même, depuis quelques années, il y a eu un virage. Et donc, Solenco fait partie de ces sociétés qui se posent la question des sols. Et donc, Anne, pourquoi ça s'intéresser au sol quand on parle de biodiversité ? Peut-être juste avant de répondre à ta question, un élément de vocabulaire et d'écrire finalement ce que c'est qu'un sol pour nous dans le métier de l'agronomie, de la pédologie. On est vraiment sur l'épaisseur qui va être située entre la surface sur laquelle on marche, où on vient construire des bâtiments, et la roche-mère, donc ce matériau parental qui va donner naissance à ce sol. Et donc pourquoi s'intéresser à la question des sols dans leur épaisseur? Parce que en fait, en France et dans le monde en général, on a une diversité de roche-mère. On va avoir une diversité d'usages qui vont être mis sur ces sols, et donc une diversité de sols. Et ça, c'est l'élément qui me permet d'introduire la réponse à ma question, c'est de dire qu'en fait, on n'a pas un sol, on dit souvent le sol, on a des sols avec des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques qui sont complètement différentes, et d'où l'intérêt en fait de les considérer avant d'aménager ces sols, pour être sûr que l'usage qui va être donné soit effectivement compatible avec les sols en place, et on parle effectivement de planter. Moi je dirais bien planté, parce qu'effectivement il faut s'assurer que l'essence, l'arbre qui va pouvoir se développer sur ce sol aura toutes les réponses à ses besoins qu'elle pourra puiser dans les sols. Donc une diversité de sols et une diversité de fonctions, on appelle les services écosystémiques rendus par ces sols. On en parle beaucoup depuis le début de cette journée. On parle de changement, d'atténuation au changement climatique avec les sols qui sont effectivement capables de stocker du carbone. On parle dans cette table ronde de biodiversité. Alors on a cité plein d'espèces. On n'a pas encore cité toutes les espèces qui vivent dans les premiers centimètres du sol ou à la surface du sol, qui peinent aussi à se déplacer, et encore plus en milieu urbain. Les vers de terre pour ne pas les citer les plus connus, mais aussi beaucoup de mésophones avec les colamboles ou de micro-organismes. On peut aussi parler du pouvoir d'infiltration de l'eau, de rétention de l'eau, ou encore de la fertilité des sols qui effectivement nous permettent d'avoir des espaces végétalisés, y compris en milieu urbain. Alors justement, on parle beaucoup là, sur la table ronde de milieu urbain, c'est ce qu'on veut. Quelles sont les spécificités de ces sols urbains qui ont quand même été assez maltraités par nos anciens et nos générations ? Alors c'est vrai qu'en ville, on a souvent eu tendance à considérer, alors moi je suis urbaniste de formation, donc je peux me le permettre de le dire, on a souvent eu tendance à considérer les sols comme des surfaces, et quand on les a considérés comme des épaisseurs, on le voyait plutôt sous le prisme de la contrainte, en disant ce sont des systèmes qui sont dégradés, qui sont pollués, où on peut
finalement pas planter ou avoir des projets végétalisés. Et pendant ma thèse, j'ai pu étudier ces systèmes fortement anthropisés et me rendre compte qu'en fait, en milieu urbain, la particularité d'un milieu urbain, c'est qu'on est sur une diversité d'usages et donc sur une diversité de sols. Et on peut trouver des sols qui sont fortement anthropisés, qui vont avoir des caractéristiques physiques et chimiques très particulières, notamment des pH beaucoup plus élevés, etc. Mais on peut aussi trouver sur des sols qui ont finalement été mis à l'écart de toute urbanisation, entre guillemets, et qui vont plutôt avoir un fonctionnement pédologique et agronomique sensiblement identique aux sols qu'on pourrait retrouver en milieu rural. Et ça, c'est pour faire le parallèle avec un élément qui a été annoncé ce matin en disant et de toujours refaire le lien entre les sols et l'usage qui leur est donné. On a souvent tendance à qualifier la qualité d'un sol à l'usage qui lui est donné en disant qu'un sol agricole est forcément de meilleure qualité qu'un sol urbain, et c'est finalement faux. Et donc voilà, la particularité des sols urbains, c'est qu'on a une diversité de sols et donc une diversité de qualités agronomiques, pédologiques et écologiques. Ça veut donc dire qu'il faut les caractériser, comme on caractérise pas que la pollution, comme on caractérise quand on fait un inventaire écologique. Donc comment on caractérise un sol dans toutes ses dimensions? Eh bien, c'est l'image que vous avez projetée sous les yeux depuis tout à l'heure. C'est effectivement des fosses qu'on vient ouvrir. Et ça, c'est vraiment pour faire passer le message qu'en fait, aujourd'hui, on sait qualifier, on sait évaluer la qualité agropédologique et écologique d'un sol selon finalement des méthodologies qui sont classiquement reconnues dans l'aménagement du territoire. On n'a pas réinventé la méthodologie, notamment la méthodologie des cités sols pollués, où quand on vient faire un diagnostic de pollution, en fait, nos diagnostics agropédologiques sont identiques finalement à ces diagnostics, sauf qu'on est un peu comme le médecin ou avec la prise de sang, on ne va pas regarder les mêmes indicateurs en laboratoire. Mais en tout cas, ça passe toujours par l'ouverture d'une fosse pédologique où on peut avoir ces différentes strates, ces horizons de sol qui vont se superposer. Et puis après, des inventaires agronomiques, donc chimiques en laboratoire. Donc ici, vous avez, alors c'est un peu petit, mais un tableau qui synthétise un peu l'ensemble des indicateurs qu'on va pouvoir regarder. Donc effectivement, on n'est pas sur les indicateurs de pollution, on va plutôt être sur des indicateurs de fertilité, donc tout ce qui va être carbone, azote, phosphore, éléments nutritifs, le pH, etc. Et puis, comme on essaie d'avoir une vision 360 degrés du sol, on intègre aussi des indicateurs de biodiversité. Et donc, vous avez, alors je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous avez à l'écran projeté des niveaux biologiques de tout ce qui va être macrofaune, donc les plus gros organismes qu'on va pouvoir retrouver dans les sols, notamment les vers de terre. Des indicateurs de microfaune, donc tout ce qui va être micro-organismes, respiration, biomasse microbienne. Et puis, les communautés de la mésofaune et notamment des colamboles qui sont finalement ces indicateurs biologiques de très bons indicateurs de la qualité des sols, parce qu'on étudie souvent aujourd'hui encore, quand on étudie la qualité des sols, les indicateurs physiques et chimiques, on oublie un peu quand même les indicateurs biologiques et on se rend compte que ce sont les premiers à réagir à un déséquilibre donné au sol. Et donc c'est des très bons indicateurs notamment de suivi quand on veut s'assurer que le projet, l'aménagement qu'on a réalisé est compatible avec cet accueil de la biodiversité. Ce sont eux qu'on va aller suivre. Ça faut quand même le dire, dans notre pratique, c'est pas rare qu'on arrive sur des friches où on a 300 ou 400 sondages, où on a toutes les données physico-chimiques, on n'a pas la mesure du pH, on n'a pas une analyse agropédologique. C'est une réalité. Donc ça, il faut absolument qu'on modifie nos pratiques. Souvent, effectivement, nous, quand on intervient, on se rend compte qu'il y a eu un gros diagnostic, un gros effort qui a été réalisé, notamment sur le diagnostic de pollution et géotechnique, et qu'ils n'en ont pas profité pour faire le diagnostic agropédologique, alors que finalement, on peut effectivement mutualiser beaucoup d'efforts sur cette partie amont du diagnostic, études documentaires, réalisation du diagnostic sur site, prélèvement des échantillons, etc. Et comme dit tout à l'heure, c'est juste le regard de l'expertise qui va différencier, et donc les préconisations qu'on va fournir qui seront effectivement différentes, mais intégrées. Et je reviens à cette notion de vision systémique. Nous, quand on réalise nos diagnostics agropédologiques, on a besoin effectivement des résultats des diagnostics de pollution ou des diagnostics géotechniques, parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir cette vision systémique du milieu sur lequel on travaille.
Très bien. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques cas pratiques de ce que vous avez pu faire et de voir comment ça s'intègre? Oui, alors je reviens là. Donc, on est sur la ZAC de la Solé. Donc, on a travaillé avec TVK sur la réhabilitation de ce site. Donc, effectivement, en milieu plutôt urbain. Donc là, vous voyez une densité de sondages qu'on a pu réaliser. Je ne vous ai pas présenté les résultats, mais à la fin, pourquoi faire ça? En fait, nous, l'objectif, et Bertrand, tu l'as très bien présenté tout à l'heure, c'est vraiment de venir valoriser la ressource directement sur le site du projet. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur l'emprise de la ZAC de la Solé, c'est de dire au maximum, on évite les apports de terre végétale, on évite les matériaux qui ne sont pas issus du terrain sur lequel on travaille. On essaie de valoriser l'ensemble des matériaux, y compris, alors là, c'était pas forcément le cas sur tous les milieux, mais y compris, on a pu travailler sur, par exemple, de la désimperméabilisation sur d'autres métropoles, et on vient réutiliser finalement ce qu'on pourrait considérer comme le déchet, ce matériau imperméable en fait qu'on retrouve en surface, que nous on vient revaloriser en fond de fosse pour créer finalement cette matière minérale qui est naturellement présente sur un profil de sol. Et donc voilà, l'objectif c'est dans les recommandations de pouvoir valoriser au maximum les matériaux sur site, et si besoin d'apports organiques, parce qu'il arrive effectivement parfois qu'on se retrouve avec des usages qui sont fortement demandeurs de matières organiques et des sols sur place qui ne peuvent pas y répondre en l'état, en tout cas à l'instant présent. On est plutôt sur de la valorisation de produits comme du compost ou du fumier qu'on vient pouvoir trouver en économie circulaire. Pour être très opérationnel, le matériau que tu as utilisé qui était en surface, c'était quoi? C'était de la dalle béton? C'était du remblai? C'est du béton que tu as réussi à réintégrer dans le projet? Bon, après, il y a plein de mesures qui sont faites pour être sûr, s'assurer de... Oui, parce que c'est pas simple, le béton. Non, voilà. Il y a plein de mesures qui sont faites, notamment pour éviter les transferts après. Donc, une fois qu'on a réussi à cocher tous les indicateurs et qu'on est bon, voilà, on déroule jusqu'au bout. Peut-être Marie-Paul, en rebond à cette question du sol, il y a quand même eu, Bertrand en a parlé, un gros sujet sur la question des sols fertiles à Confluence, un peu l'histoire de cette plateforme de terre, si tu peux nous en dire deux mots, et puis peut-être où ça en est, comment ça a été réutilisé, les matériaux actuellement, peut-être que Bertrand, tu peux compléter au besoin. Je vais faire plus court que Bertrand. C'est que nous, on a fait les études agropédologiques des sols en place. C'était les anciennes emprises du marché de Gros. Donc c'était complètement stérile et on ne pouvait pas fertiliser. Plus on avait quelques impacts de pollution qui ne nous permettaient pas de laisser le contact directement. Donc la question s'est posée autrement, et la question s'est posée sur l'apport de terre. Comment faire pour faire un projet de forêt de l'ordre de 6 hectares dans le centre sur une friche, donc avec des énormes volumes, des besoins énormes. Et si on fait comme on fait d'habitude, on commande une entreprise qui nous amène de la terre végétale dite classique. Et donc c'est là où on ne voulait pas rentrer dans ce système et faire en sorte de fertiliser des limons de récupération donc, qui sont en profondeur en les fertilisant. Et donc on a fait plusieurs expériences. Notre première expérience qui est le site de la station Mule, les photos que vous avez vues tout à l'heure, qu'on a commencé en 2018, où finalement on a mis en place directement les sols fertilisés par couche directement sur place. Et ensuite, les années suivantes, on a fait des retours d'expérience, on a constaté certaines difficultés. Enfin, en même temps, c'était la première fois que tout le monde faisait ça, donc c'était aussi une façon de se lancer. Et de faire des andins pour laisser maturer la terre, pour pouvoir la réutiliser après. Donc là, on en a la 4e méthode appliquée sur place, des andins une première fois, qui ont été déplacés en 2022 et mis en place de façon définitive. Sur la photo, on voyait des tables qui sont une nouvelle, finalement un nouveau stock qu'on est en train de préparer pour les séances d'après. Et entre-temps, depuis là au début de l'année, on a remis en place des sols directement constitués sur place, parce que finalement, on s'est dit que faire de la maturation dans des andins ou des tables sur un terrain à côté de l'opération, donc nous, on peut se le permettre parce qu'on a un peu de terrain disponible, on a de la place et du temps. Donc c'est possible, mais beaucoup d'opérations ne peuvent pas se permettre ça. Donc on s'est dit que finalement, constituer des tables et attendre qu'elles maturent, autant constituer directement le sol en place et le planter et faire les observations et voir voilà, la table est finalement sous format définitif directement dans son emplacement définitif. Donc on a fait comme ça plusieurs expériences, mais on est sur plutôt un raisonnement d'apport de terre parce qu'on n'avait pas la possibilité de fertiliser
sur le site. Donc chaque cas, effectivement, est spécifique, est particulier. Et ce que l'on a surtout voulu faire à chaque fois qu'on a échangé, discuté, c'est de raisonner sur la méthode et de faire en sorte que ce qu'on est en train de faire là, en fait, c'est de partager nos expériences pour qu'à chaque cas de figure, les questions se reposent, que tout le raisonnement complet soit fait, qu'on n'oublie pas de faire les études d'agropédo alors qu'on fait les études de pollution. Et ça, c'est de la culturation. Et après, au cas par cas, chacun pourra appliquer finalement une méthode un peu générale, mais avec des spécificités de chaque site, chaque terre, chaque emprise. Très bien. Bah, Guillaume, on en a fini. J'ai tenu le délai, Oui, tu as vu. Et exactement, je pense bravo. qu'on a même le droit à des questions. S'il y a des si c'est questions dans la autorisé. salle. Oui, moi j'ai une question pour Anne sur les sols. On est dans une région assez viticole et on connaît l'importance des champignons et des mycorhizes qui créent des connexions entre les racines, entre les plantes, qui du coup permettent de faire du transfert d'aliments entre plantes, donc une vraie symbiose complète. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous regardez aussi chez Solenco, parce que les champignons sont une grosse partie de la biomasse des sols. Voilà, question ouverte. Alors, on les regarde sur certains projets, pas forcément sur tous. Pourquoi ? Parce que c'est encore des indicateurs où il y a quand même des référentiels qui sont avec... il y a des trous dans la raquette. et du coup, et notamment sur la question des sols en milieu urbain, on manque cruellement de référentiels à la fois sur les caractéristiques physiques et chimiques, mais aussi et surtout sur les caractéristiques biologiques des sols urbains. Et les champignons en font grandement partie. Du coup, on essaye, quand on sent qu'on a une collectivité ou une maîtrise d'ouvrage impliquée, qui a envie on essaie toujours de pousser jusqu'au bout le curseur pour justement avoir cette vision 360 degrés dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'après, on est très vite confronté à cette histoire de référentiel en disant c'est bien si j'ai des résultats, c'est très bien, mais si je ne peux pas les comparer, comment je fonctionne. Donc effectivement, mais en tout cas, pour répondre à ta question, ce sont des indicateurs qui, il y a quelques années encore, étaient dans le monde un peu de la recherche et développement, qui aujourd'hui sont plutôt tombés dans le monde opérationnel, donc ça se fait et ça se fait très bien. Reste cette question effectivement des référentiels d'interprétation derrière. Peut-être juste pour compléter, ça ne sert à rien d'essayer de venir avec de la poudre de perlimpinpin, que ce soit des bactéries, que ce soit des spores de champignons ou autre chose. Ce qu'il faut, c'est donner les conditions pour qu'ils s'installent. Les spores de champignons, de toute façon, elles sont dans l'air, on en a dans cette salle, on en a encore plus dehors. Et vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le sol, la terre, ce n'est pas un matériau, c'est un milieu vivant. Et quand on reconstitue de la terre ou quand c'est de la terre qui est en place, ce qu'il faut, c'est lui redonner cette capacité à accueillir évidemment des colomboles, des vers de terre et également et surtout des champignons. Moi, c'est vrai que mon centre d'intérêt principal, ce sont les arbres. Les arbres ne poussent pas s'il n'y a pas de champignons. Du coup, venir avec une poudre de perlimpinpin, ça coûte très cher, on se donne bonne conscience. Est-ce que c'est vraiment intéressant ? De toute façon, on amène déjà des champignons avec les arbres qui viennent de la pépinière, puisqu'il y a de la terre, avec les spores qui vont arriver. Mais vraiment, l'intérêt, j'arrête pas de le répéter, c'est vraiment de travailler avec de la terre. Il vaut mieux, si vous n'avez pas suffisamment de budget, mettez une bonne terre et jetez une poignée de glands, une poignée de samarre d'érable, plutôt que de continuer à planter des arbres bien gros, parce que ça fait bien tout de suite le jour de l'inauguration ou pour la vente des appartements, des bureaux. Mais le principal, c'est vraiment de travailler avec du sol qui soit suffisamment profond et surtout du sol qui soit connecté. Les arbres vont se connecter soit par les anastomoses, soit par les mycorhizes, justement, à condition qu'il y ait une continuité. Donc il faut travailler avec des fosses en long, arrêter de travailler avec une fosse aussi grande soit-elle, un rien du tout, donc des gravats, des choses comme ça, un autre arbre comme ça, ce sont des pots de fleurs. Mycorhizes, il n'y a pas grand-chose, vie bactérienne, il n'y a pas grand-chose, et vie animale, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc c'est vraiment un sol de qualité et une continuité. Alors, j'en suis toujours à mes corridors, Bertrand, je ne fais pas une fixation, mais on a besoin effectivement de corridors dessus pour la faune, pour les semences, et on a surtout besoin de corridors souterrains.
Rebonjour, Marie Llorent. Alors j'ai une question de néophyte total, mais il se trouve que j'ai visité une opération récemment, Ivry-Confluence, cette fois, en région parisienne, et avec le maire adjoint en charge de l'urbanisme qui expliquait qu'il y avait une pépinière qui avait été mise en place sur site, et en même temps il nous disait c'est bien joli tout ça, mais avec la vitesse de nos changements climatiques, on sait qu'il y a une grande quantité d'arbres en fait, qui n'atteindront jamais à maturité, et dans tout ce que vous dites, et là en particulier si on jette des graines, enfin voilà, je ne suis pas du tout spécialiste de mon vocabulaire approximatif, mais qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'on aura cette biodiversité requise? Alors là, effectivement, je parlais de poignées de graines, mais on plante depuis 2020 des forêts urbaines. Et quand on plante des forêts urbaines, on plante des petits godets de plantes, exactement ce que font les forestiers, forêts publiques, l'ONF, ou ce que font les forestiers autres, et de plantes issues de semis. Parce que quand on plante des plantes issues de semis, on connaît déjà leur région d'origine, et surtout, il y a une diversité génétique qui est très importante. Si vous plantez des plants qui sont greffés, qui sont issus de boutures ou de marcottes, ils sont tous pareils, et ils auront tous le même problème. Planter densément des petits arbres, en sachant que derrière, on va couper, on va les éclaircir. Vraiment, les techniques forestières qui sont mises en place depuis quelques siècles déjà en Europe, ça va permettre de sélectionner ceux qui sont le plus adaptés au climat qu'on a maintenant. Parce que se dire aujourd'hui, et ça, il y a un certain nombre de personnes qui ont colporté ça, on va avoir le climat de Barcelone, on va avoir le climat d'Alger, c'est une hérésie. C'est pour rendre glamour. C'est vrai que c'est sympa à Barcelone d'aller manger des tapas le soir. Mais ce n'est pas ça qu'on va avoir. Et on le voit bien. On a les températures estivales déjà de Barcelone. Mais on n'a pas le climat de Barcelone. On a des gelées tardives tous les mois d'avril en ce moment. On a des incidences, on le voit avec le climat maintenant. C'est quelque chose de complètement différent. Il ne faut pas prendre la température à un moment donné pour un climat. Et en plus, ces températures, elles évoluent. Mais si on fait du copier-coller, on prend, comme certains l'ont préconisé, la végétation de Barcelone et on la remonte à Lyon en se disant c'est ça qu'on aura dans 50 ans, on va droit à l'échec. Il faut quand même croire en la nature et croire effectivement que les chênes qui vont pousser aujourd'hui des glands issus d'arbres qui souffrent aujourd'hui, on aura une diversité biologique qui va permettre, si on les sélectionne, d'avoir des arbres qui seront résistants sans faire venir des arbres méditerranéens. Parce qu'encore une fois, parce que je suis hanté par ça, par les canicules, on n'arrivera à rafraîchir nos quartiers, nos communes, que si on plante des espèces régionales. Les espèces qui poussent dans les régions méditerranéennes, qui poussent dans les régions arides, effectivement, elles vont supporter le sec, elles vont supporter la canicule, elles ne vont pas rafraîchir, on n'aura que l'effet parasol, puisque dès qu'elles sont en stress hydrique, dès qu'il fait trop chaud, elles ferment l'estomac, elles n'évapotranspirent plus, donc elles ne rafraîchissent plus. Donc on n'a pas le choix, il nous faut continuer à planter avec nos espèces régionales. Alors ça, c'est très important et j'abonde totalement à ce discours. Si vous me demandez de planter des arbres qui supportent les chaleurs, je vous mets des cactus. Moi, je vous mets des cactus dans tous les aménagements, mais ça ne va pas faire de l'évapotranspiration, on n'aura pas l'effet rafraîchissement. Ça, c'est la première chose. Le second point, et effectivement, l'ONF nous vend même des plans de reforestation avec des déboisements complètement bizarres. Un platane qui est en France depuis 500, 600 ans, il y a à tout casser 8 espèces d'insectes adaptées au platane. Un chêne naturel ou un saule, c'est 500 espèces qui sont adaptées. Donc on ne peut pas croire qu'en mettant un arbre, il est OK, il aura une fonction de parasol, et point final. Ben non, c'est pas ça l'écologie, c'est un écosystème, c'est recréer un sol, c'est recréer un écosystème. Donc c'est assez dangereux ce qu'on entend actuellement là-dessus. Donc il faut trouver des équilibres entre la palette végétale locale, quelques arbres effectivement plus acclimatés, des arbres ornementaux horticoles, parce qu'on en a aussi besoin dans nos villes, on en a partout. Mais il faut être très vigilant sur ce discours de dire qu'on va avoir des transformations d'écosystèmes, et effectivement avec des remontées d'espèces comme ça qui vont se transformer d'un coup à l'autre. C'est pas comme ça que ça marche, ça prend des années, ça prend des centaines de milliers d'années, et c'est vraiment un risque, et c'est aussi un des sujets quand on fait des projets de paysage avec Bertrand, de trouver ces équilibres, mais de ne pas avoir une réponse trop systématique, parce que je pense qu'on va faire des grosses erreurs. Et on revient à la question de la robustesse d'Olivier Amand de ce matin. Une toute dernière intervention et après Bertrand, on fait une petite pause. L'avis du paysagiste quand même. Non, j'interviens juste 2 secondes parce que c'est moi qui m'occupe de ce projet à Ivry. Là.
Confluence, c'est pour ça. Donc, je vois bien le sujet de la pépinière, qui est une petite pépinière, une toute petite pépinière qui est là parce que c'est un endroit où le métro pourrait arriver dans 10 ans et tout. Donc, tant mieux, on ne peut pas construire. Enfin, voilà. Et dans cet endroit où il y a beaucoup de velléité de construire quand même à Ivry, c'est intéressant à suivre comme projet. Enfin, ce qu'il faut retenir dans ces petites pépinières, et je pense qu'il faut vraiment écouter, bien sûr, ce que dit Jean-François et ce que dit Pierre, c'est-à-dire comment on n'est pas cliché, on va dire, sur cette question du réchauffement climatique. Parce que globalement, effectivement, il y a plein d'images qui véhiculent, nous aussi. Enfin, c'est pas évident de s'y retrouver, en fait. Quand même, c'est pas évident de s'y retrouver, parce que quand on n'est pas spécialiste, on prend les infos à droite, à gauche. Donc c'est vrai que des tables rondes comme ça, c'est plutôt important. Ça permet de monter d'un cran, enfin, j'espère, pour se dire, effectivement, c'est pas le Sud qui remonte, c'est un peu le Sud qui remonte, mais c'est pas ça. Et que c'est complexe, et qu'il faut assumer la complexité, et que l'écologie c'est complexe, et que c'est ça qui est cool, parce que c'est complexe. Et l'écologie, ce qui est bien, c'est que c'est divergent, au bon sens du terme, c'est-à-dire que ça diverge, les animaux ils divergent, ils partent à droite, à gauche, les végétaux ils s'adaptent et tout. Et donc il faut donner les conditions de la divergence, et ça et pour ça il faut de la place, quoi. Il faut laisser de la place. Quand on veut faire des champignons dans le sol, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut de la place. Ils viendront tout seuls, effectivement, mais si c'est trop étroit, ça sera sec, il n'y en aura pas et ça ne poussera pas. Et sur les questions des pépinières, on en a fait une aussi à la Confluence. C'est vrai que c'est un peu un élément qui revient dans tous les projets urbains et ça peut être intéressant. Je pense que c'est intéressant si on va un peu au fond du sujet, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça fait des économies ? Peut-être pas. Est-ce que ça fait tout de suite un élément présentiel qui fait un basculement d'image, qui n'est pas négligeable pour la population et tout ? Oui. Est-ce que ça permet peut-être d'adapter des végétaux qui arriveraient d'une pépinière avec différents sols dans un milieu urbain qui est quand même un gros changement, comme s'ils partaient en voyage là quand même à Barcelone d'un coup. On peut se poser la question en plantant petit et en les laissant s'installer, ça peut aider peut-être. Voilà. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont un peu, je pense, en réflexion et où il n'y a pas de réponse évidente. L'autre grand sujet, en tout cas, moi, je voulais compléter, c'est sur tout ce que Pierre a dit, là, qui est vraiment la ligne à suivre. Je vous invite à réécouter. Hein. Non, mais de manière très sincère, parce que il faut désapprendre la manière dont nous a appris à faire aussi des projets. Nous, paysagistes, dans la tradition de l'aménagement. Qu'est-ce que l'aménagement ? On ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut que ce soit tenu et tout. On nous a appris ça, hein, pour être très franc. Et pourtant, moi, je suis sorti dans les années 2000 de l'école du paysage de Versailles. Donc, on désapprend, il faut reconstruire les méthodes. C'est pour ça que je vous présentais très rapidement tous ces trucs, mais tout ça, c'est des tentatives de reconstruction pour essayer de trouver une voie pour faire sens, pour ne pas répondre que sur une petite échelle, mais aussi sur une grosse, dans un système où on ne sait pas trop comment faire. Et notamment, je rajouterai cette question aussi des arbres qui existent aujourd'hui, qui sont là, sur lesquels on va essayer de s'appuyer, mais en fait, 60 à 70% des arbres qu'on voit aujourd'hui présents, qui sont grands, qui sont matures, ne dépasseront pas le 2060. Donc la structure en place déjà est affaiblie, on le sait, sur l'avenir. Donc ça nous oblige à un effort, mais surhumain. On ne peut pas faire la carte verte et puis on rajoute ça. Non, déjà la carte verte, elle va se réduire fortement parce qu'eux, ils sont trop vieux pour s'adapter. Et puis ils ont fait le cycle. Et puis les conditions vont trop vite pour eux. Enfin voilà, c'est un peu comme nous. Donc c'est-à-dire qu'il faut mettre des efforts, mais monstrueux. Et c'est pas complètement en place, pour être très franc. Donc il faut trouver comment on fait cette armature partagée. Et effectivement, moi je faisais un cliché sur le corridor. Pour moi, quand on parle corridor dans les aménagements un peu urbains, c'est que il y a eu un échec, quoi, parce que on a remis ça dans un corridor et puis tout le monde passe là. Et l'idée, c'est que il y a un partage. Voilà, on tente un partage. C'est pour ça que je présentais un peu Lausanne, où ils tentent une ville où tout est en réseau. Et on ne comprend pas tout. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est ça qui est bien. On donne les conditions pour que ça se passe. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut voir la ville. Et c'est plus simple. Et ça nous fatigue moins aussi intellectuellement. Il faut juste donner les conditions pour que l'écologie se développe. Et déjà, ça, c'est pas évident.